Donc, bonjour à tous, nous sommes Françoise Clairin et Émilie Martin et nous sommes orthophonistes et auteurs de matériel de rééducation. Nous sommes également les auteurs de la méthode d'apprentissage de lecture parée au décodage et de deux ouvrages qui s'intitulent Accompagner les élèves différents et Repérer et accompagner les élèves atypiques, qui sont tous deux publiés aux éditions Hachette. Alors aujourd'hui, on va donc parler de l'attention et des fonctions exécutives qui sont indispensables à la réalisation de toutes nos tâches quotidiennes. Les fonctions exécutives, elles nous permettent de nous adapter à des situations nouvelles. Elles sont grandement sollicitées lors des apprentissages et un trouble des fonctions exécutives et de l'attention a des répercussions majeures sur tous les apprentissages et constitue un vrai handicap. Donc, on distingue différents types de capacités au sein des fonctions exécutives. La mémoire de travail qui permet de mémoriser une information et d'agir en gardant cette information en mémoire. La planification qui permet de s'organiser selon un plan et des méthodes déterminées. L'inhibition qui permet de sélectionner certaines informations et puis d'en éliminer d'autres. La flexibilité mentale qui permet de s'adapter à des circonstances particulières. Et l'attention, au sein desquelles on distingue l'attention sélective qui permet de se centrer sur un seul point, l'attention soutenue qui permet de maintenir son attention sur une même tâche pendant un long moment, et puis l'attention partagée qui permet de faire plusieurs choses à la fois. Donc toutes ces fonctions cérébrales, elles sont étroitement mêlées et elles doivent être coordonnées de façon adéquate au cours des apprentissages. Donc, agissant comme un chef d'orchestre, la mobilisation des fonctions exécutives permet que toutes ces fonctions cognitives complexes se coordonnent et s'ajustent pour permettre la réalisation de l'objectif donné. Donc, aujourd'hui, on commencera par définir les troubles des fonctions exécutives et les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Puis nous aborderons la façon dont on peut les prendre en charge en classe, en évoquant les aides aux apprentissages que l'on peut apporter et aussi les aménagements que l'on peut mettre en place pour compenser les troubles quand les aides ne suffisent plus. Et donc on va démarrer tout de suite avec les troubles des fonctions exécutives. Donc le syndrome dysexécutif, il est caractérisé par des difficultés qui peuvent affecter 5 domaines principaux, à la fois sur le plan cognitif et sur le plan comportemental. Donc ça se manifeste par les symptômes suivants. On a un manque d'inhibition. C'est le symptôme majeur en fait du syndrome dysexécutif. La personne n'arrive pas à inhiber les distracteurs. Donc par exemple, un enfant qui a un objet devant lui, il ne va pas pouvoir s'empêcher de le prendre, de le tripoter. Un autre ne pourra pas s'arrêter de répéter la fin des phrases de son interlocuteur ou bien de répéter de façon automatique une phrase qu'il a entendue ailleurs. Et ça s'appelle les écholalies. On a aussi dans le syndrome dysexécutif un défaut de planification. La personne présente des difficultés à s'organiser, à envisager les étapes pour réaliser une tâche, à garder son objectif en tête, à évaluer et à ajuster les différentes étapes. Un enfant va donc être en difficulté pour s'organiser en résolution de problèmes et surtout en résolution de problèmes à étapes. Et puis dans le syndrome dysexécutif, on a également un défaut de flexibilité mentale. Donc la personne, elle a des difficultés à passer d'une tâche à l'autre et puis à envisager les différentes possibilités pour réaliser une action, ce qui entraîne des persévérations. Donc la répétition d'une même réponse ou d'une même tâche alors que la question ou la demande a changé. Ainsi, un élève n'arrivera pas à ajuster son comportement en fonction de la tâche. Il continuera de faire des additions alors qu'il faut faire des soustractions dans le deuxième exercice, par exemple. Et on a également un défaut de mémoire de travail. Donc la personne éprouve des difficultés à garder en mémoire des informations ou aussi à les oublier quand celles-ci ne sont plus utiles. Donc ça entraîne une surcharge qui ne lui permet pas ensuite d'enregistrer de nouvelles informations. En classe, un élève n'arrive plus à garder tout à l'esprit, il s'arrête au milieu de l'exercice parce qu'en fait, il ne sait plus ce qu'il devait faire. Et enfin, dans le syndrome dysexécutif, on a un trouble déficitaire de l'attention. Ces difficultés, elles touchent, qui touchent ce domaine ont des conséquences qui sont nombreuses et on va donc les détailler de manière un peu plus précise dans le cadre du trouble TDAH. Donc, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc c'est là ce qui explique le slash H.
C'est un neuropsychologue qui évalue le syndrome dysexécutif. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui apparaît chez des enfants qui ne sont pas déficients intellectuels, qui sont normalement stimulés. Alors, il débute dès la petite enfance et il est nécessaire d'observer une persistance des troubles durant au moins 6 mois, ainsi qu'une persistance des symptômes dans plusieurs contextes environnementaux, école, centre de loisirs, maison, pour qu'ils puissent être évoqués. Il concerne entre 3 et 5% des adultes et il est fréquemment associé à d'autres troubles des fonctions cognitives, la dyspraxie, la dysphasie, le trouble des fonctions exécutives ou des apprentissages comme la dyslexie ou la dyscalculie. Il peut prendre 4 aspects. Donc, un aspect cognitif avec des difficultés à s'organiser, à mener à bien une tâche, à passer d'une tâche à l'autre, à soutenir son attention de façon prolongée, à inhiber ce qui n'est pas pertinent lors d'une tâche d'attention soutenue, par exemple. Mais également un aspect social avec une certaine désinhibition, une mauvaise intégration des normes sociales. Un aspect émotionnel avec des difficultés à supporter les frustrations, une impatience importante et une certaine instabilité affective. Et puis un aspect moteur avec une agitation excessive, des difficultés à coordonner ses mouvements, une hyperactivité motrice. Il présente 3 caractéristiques essentielles. L'inattention, c'est-à-dire la difficulté à soutenir son attention de façon prolongée, à inhiber les informations inutiles ou les distracteurs et à mettre en place des situations d'attention partagée. Mais aussi l'impulsivité, qui est la difficulté, la tendance à parler et à agir avant de réfléchir. Elle se manifeste par un manque de patience, par le fait d'être brusque, de couper fréquemment la parole, d'être parfois peu adapté au niveau des habiletés sociales. L'hyperactivité également, qui est une forme d'agitation qui se manifeste par une façon de remuer exagérément, d'avoir du mal à tenir en place. Elle peut également entraîner un débit de parole excessif, une certaine logorée, là, comme ça, ou le fait de courir et de grimper partout. Alors, il existe 3 formes de troubles de l'attention. On va avoir dans la première forme la combinaison des 3 caractéristiques. C'est le TDAH avec inattention plus impulsivité plus le H de l'hyperactivité. Dans la deuxième forme, on aurait une prédominance de 2 caractéristiques, donc l'inattention et l'impulsivité, par exemple. Et puis une troisième caractéristique, une troisième forme qui n'aurait qu'une caractéristique, celle de l'inattention, qui serait donc un trouble isolé. Alors, le trouble de l'attention sans hyperactivité n'est pas toujours bien identifié parce que ce sont des élèves qui n'ont pas de problème de comportement. Ils sont seulement extrêmement lents. Ils n'ont pas commencé alors que les autres ont déjà fini et sont décrits comme rêveurs ou dans la lune. Alors qu'il sera plus facile de repérer le moment où un élève présentant un trouble avec hyperactivité décroche, en raison de son agitation, on les repère très très bien sûr. Bien souvent, on ne repérera pas le moment où un élève qui présente un TDA décroche. Ainsi, on pourra rapidement agir pour recentrer l'élève présentant un trouble avec hyperactivité sur sa tâche, alors que l'élève qui présente un trouble attentionnel isolé sera laissé de longs moments livré à son décrochage attentionnel et donc inactif par rapport à ses apprentissages. Alors maintenant, on va parler des conséquences des troubles des fonctions exécutives. Donc ces troubles ont de multiples répercussions sur tous les apprentissages. Donc on va commencer par le défaut d'inhibition qui entraîne des difficultés à réprimer des comportements automatiques et à résister aux distracteurs visuels et auditifs. Donc un enfant qui bouge, un bruit, hop, on est déconcentré. On a aussi des difficultés à inhiber les réponses précipitées et souvent fausses. Donc, il ne faut pas hésiter à les inciter à fournir une autre réponse quand on voit qu'ils se sont précipités parce que ce n'est pas parce que leur réponse est fausse qu'ils ne connaissent pas la bonne réponse. Ils ont également des difficultés à trier des informations, aussi bien en compréhension écrite que quand ils doivent prendre des notes. Et puis des difficultés à traiter des informations lors du passage à l'écrit. Par exemple, l'élève a du mal à organiser ses idées et puis il produit des phrases à rallonge dans lesquelles il ajoute systématiquement toutes ses nouvelles idées. Les informations qu'il voulait donner au départ étaient pertinentes, mais la longueur des phrases et le manque d'organisation fait que c'est complètement incompréhensible. Dans le syndrome dysexécutif, on parlait d'un défaut de planification. Et donc, ce défaut de planification, il entraîne des difficultés à sélectionner des stratégies adéquates. Il entraîne aussi des difficultés à anticiper toutes les étapes nécessaires pour réaliser une action ou un exercice. Il entraîne aussi des difficultés à rechercher les informations pertinentes dans une question ou dans un texte, par exemple.
Et puis, c'est difficile pour eux de faire le lien entre toutes les informations et aussi de s'organiser pour réaliser une tâche et en autonomie. Donc souvent, ce sont des enfants qui sont peu autonomes. On a besoin de les aider à s'organiser dans l'espace, dans le temps. Les conséquences, les conséquences, c'est que ce sont des élèves qui ont du mal à se mettre au travail parce que en fait, ils ne savent pas par où commencer, ni comment s'y prendre. Ils n'arrivent pas à s'organiser pour réaliser toutes les étapes. C'est aussi, ça peut être aussi un élève qui a beaucoup de mal à faire des liens entre les informations. Donc, pour l'apprentissage des leçons, c'est plus difficile. Et puis, il y a aussi des difficultés lors de la résolution de problèmes à étapes par un manque d'organisation. Des difficultés à comprendre les différentes étapes dans une lecture ou dans un texte ou dans un livre. Et des difficultés à faire des inférences parce qu'en fait, ils ont du mal à comprendre ce qui implique une relation de cause à effet. Il y a aussi des difficultés à s'organiser pour restituer des connaissances, donc quand ils sont en contrôle. Et puis des difficultés pour planifier aussi le geste graphique qui est assez brusque. Alors, dans le syndrome dysexécutif, on évoquait le fait qu'il y avait un défaut de flexibilité mentale. Donc ça entraîne des difficultés à passer d'une activité à une autre. Je réponds vite à la question. La vidéo sera sur YouTube, donc vous pourrez la retrouver facilement. Donc, le défaut de flexibilité mentale, il entraîne des difficultés à passer d'une activité à une autre. Il entraîne aussi des persévérations dans la façon de procéder et des difficultés à changer de point de vue ou à envisager tous les possibles. Donc, les conséquences de ça, en mathématiques, par exemple, l'élève va avoir du mal à changer de critères en classification. Donc, si on lui demande de trier un matériel par couleur, il pourra ensuite difficilement changer de critère et trier ce même matériel par forme, par exemple. Il va aussi avoir du mal à corriger ses erreurs ou à changer de consigne, à passer d'une opération à une autre. Si on lui donne à la fois des additions et des soustractions, s'il commence par l'addition, il va faire que des additions. En lecture, il aura du mal à coordonner de façon fluide l'usage des deux voies de lecture, donc pour passer du décodage à la reconnaissance globale. Par exemple, si un élève doit lire et que dans le texte, il rencontre un mot inconnu, il va devoir le décoder. Sauf que lui, il aura du mal à changer de mode de lecture et à passer par la voie d'assemblage pour décoder ce mot nouveau. Il va persévérer sur la voie lexicale et il va proposer des mots visuellement proches qu'il connaît, alors qu'en fait, il est capable de le lire en utilisant le décodage et il va le lire plus précisément. Mais comme il est en mode de lecture en voie lexicale, il reste fixé dessus. Et donc, à la différence des dyslexiques, un élève dyslexique a des difficultés de décodage, mais bien souvent, la compréhension est bonne. Eh ben, un élève souffrant d'un syndrome dysexécutif, il a une lecture lente, peu fluide, avec peu d'erreurs, mais associée à des difficultés importantes de compréhension. Donc, dans le syndrome dysexécutif, on va également avoir un défaut de vigilance qui va entraîner des difficultés à écouter une leçon sans être actif ou à soutenir son attention, par exemple, pendant l'appel. Un défaut d'attention soutenue entraîne des difficultés à maintenir ses capacités d'attention pour faire un exercice long en autonomie. L'élève décroche, ne termine pas ses exercices, même s'ils sont faciles. Un défaut d'attention sélective entraîne des difficultés à se concentrer pour écouter une leçon, à traiter les informations nécessaires en inhibant celles qui ne sont pas pertinentes. L'élève va avoir du mal à choisir les données utiles à la résolution d'un problème mathématique, par exemple. Un défaut d'attention partagée entraîne des difficultés à réaliser tout ce qui relève de la double tâche. On va prendre 2 minutes pour expliquer un petit peu ce que c'est que la situation de double tâche. On voit bien là sur le petit schéma, quand une tâche est automatisée, au niveau des ressources attentionnelles qu'elle mobilise, elle en mobilise peu, donc il reste toute la partie verte là pour faire autre chose, pour traiter les informations. Alors que si une tâche n'est pas automatisée, elle mobilise une grosse part attentionnelle et il reste finalement peu de part attentionnelle pour réaliser autre chose. Donc, je ne peux pas accorder mon attention en même temps à 2 choses qui demandent toute mon attention. Si la tâche d'écriture est automatisée, alors je vais pouvoir me concentrer sur ce que je veux écrire, penser au contenu, mais aussi à la forme, à l'orthographe, etc., à la mise en mots. Mais si la tâche d'écriture, si le geste graphique me demande toute mon énergie, j'aurai bien du mal à me concentrer en même temps
sur le sens de ce que j'écris. Et c'est là qu'intervient l'automatisation parce qu'elle permet de dégager de l'espace cognitif pour autre chose. Et il se trouve que les situations de double tâche sont fréquentes dans la vie quotidienne comme en classe, bien sûr. Alors en classe, il peut s'agir d'écrire tout en écoutant, d'écrire en faisant attention à l'orthographe, de lire des informations au tableau tout en écoutant le maître, de calculer une multiplication tout en se remémorant les tables, etc. Les exemples sont nombreux. Un défaut de contrôle de l'impulsivité entraîne un manque de recul et de temps d'analyse avant d'effectuer une tâche. On va avoir des élèves là qui se précipitent sur l'exercice avant même d'avoir lu la consigne, qui traitent les données numériques d'un problème sans prendre le temps d'en élaborer une représentation mentale ou qui répondent à la question alors qu'ils n'ont pas fini de l'écouter. Certains élèves sont toutefois capables, lorsque l'activité proposée est très motivante pour eux, de recruter suffisamment d'attention pour la réaliser. On dit alors, bah, quand ça l'intéresse, il y arrive. Et on a du coup l'impression que c'est un peu de la mauvaise volonté. Mais ce n'est pas tout à fait juste, parce que cela sous-entend que s'il n'y arrive pas les autres fois, c'est parce qu'il y met de la mauvaise volonté, mais ce n'est pas vrai. Parce que la réalité pour un élève qui souffre de troubles de l'attention, c'est qu'il n'arrive à mobiliser ses capacités attentionnelles que lorsque la tâche est extrêmement motivante. Donc, ce n'est pas tout le temps. Ce sont donc des élèves qui ont des feuilles de tous les côtés, qui n'écrivent pas dans le bon cahier ou à la bonne page, qui prennent leur cahier à l'envers, qui font leur cartable dans la précipitation et qui oublient la moitié des affaires dont ils ont besoin pour faire leurs devoirs. Donc, pour aider à apprendre à s'organiser, on peut mettre en place des routines qui permettent d'anticiper et de s'organiser. On peut convenir d'un moment ritualisé pour noter les devoirs et préparer son cartable. On peut aussi utiliser une liste qu'il faut cocher à chaque étape de la journée ou à chaque étape d'une activité, ou par exemple mettre en place un cahier des routines qui répertorierait toutes ces listes et qui récapitule les procédures à suivre pour noter les devoirs, préparer son cartable, résoudre un problème en mathématiques par exemple. Donc là, on a un exemple d'une routine pour préparer son cartable. Donc j'ouvre mon cahier de texte ou agenda à la bonne page, j'écris mes devoirs et donc pour chaque matière, je regarde la matière, je mets dans mon cartable le matériel nécessaire, je fais une croix à côté de la matière. Ça semble fastidieux, mais en fait, il y a certains élèves qui, enfin en tout cas ceux-là, vont avoir besoin qu'on leur détaille toutes ces étapes et l'objectif, c'est qu'ensuite, ils puissent les intérioriser et les automatiser. On a besoin de les expliciter à un moment donné. Voilà, on peut également donc fournir des repères visuels structurants en employant des couleurs identiques, par exemple pour les livres et les cahiers. Comme ça, l'élève peut vérifier rapidement s'il a bien deux éléments d'une même couleur quand il fait son cartable. On peut aussi segmenter les tâches. Donc, il est préférable en fait de donner les exercices un à un avec des objectifs de temps, par exemple. On peut proposer un minuteur. Et puis, on peut donc donner une tâche à accomplir pour le surlendemain aussi, ce qui permet à l'élève d'apprendre à segmenter la tâche à réaliser, parce que c'est une faculté en fait qui ne s'improvise pas et qui doit faire l'objet d'un apprentissage. Donc, par exemple, on peut leur dire, on est lundi, il y a 6 mots à apprendre pour vendredi. Et donc, on va leur noter sur le cahier de texte. Donc, toi, tu peux apprendre 2 mots lundi, 2 mots mardi, encore 2 mots mercredi, et puis le jeudi, tu revérifies tous tes 6 mots. Voilà, ce principe d'organisation, ça peut être consigné donc dans le cahier de texte de l'élève, et puis il peut surligner au fur et à mesure les mots appris pour suivre pas à pas son contrat d'organisation. On va vraiment expliciter toutes les étapes à réaliser pour que l'élève puisse ensuite créer lui-même ses étapes et s'organiser. Ensuite, pour aider à la compréhension des consignes. Donc, on va veiller à maintenir un contact visuel régulier avec l'élève pour essayer de limiter au maximum les décrochages. On peut passer à côté de lui ou tapoter discrètement sur son bureau. Voilà, en fait, des gestes simples qui sont utiles pour que les élèves qui décrochent ou qui ne parviennent pas à focaliser leur attention puissent là se remobiliser sur ce qui est dit. Et puis, il sera aussi parfois nécessaire de laisser griffonner ou de laisser manipuler un objet quand l'élève doit écouter. En fait, il y a des élèves qui sont là, voilà, ils tripotent tout le temps un truc. En cas de TDAH, cette façon de manipuler ou de griffonner, c'est une façon de focaliser son attention. On peut le faire, nous, parfois, quand on est au téléphone, on griffonne, on colorie, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas. Là, c'est la même chose. Et c'est même contre-productif de leur dire « regarde-moi ».
parce qu'en fait, ils restent focalisés du coup sur la façon dont nos cheveux sont coiffés, sur l'expression de notre visage, nos vêtements, plutôt que de se concentrer sur ce qui est dit. Ou alors, il y a même des élèves qui disent, bon, ok, là, il faut que je sois calme, je ne bouge pas, je dois pas bouger, je dois pas bouger. Et du coup, ils n'écoutent plus du tout. Donc, c'est pour ça que parfois, finalement, c'est plus bénéfique de les laisser manipuler un petit peu et ils écoutent en même temps. Voilà. Par contre, pour certains élèves dits exécutifs, on ne va pas laisser d'objets traîner parce que eux, ils ne pourront pas s'empêcher de les prendre. Comme ils ont vraiment un gros problème d'inhibition, et ils ne pourront pas s'empêcher de les prendre, ils ne pourront pas s'empêcher de les manipuler. Et s'il y en a trop, là, pour le coup, ça va les déstabiliser et ils ne pourront pas se concentrer. C'est plutôt en cas de TDAH qu'on va les laisser manipuler. Et donc, il faut aussi essayer de limiter les distracteurs qui parviennent pas à inhiber et qui entravent leur concentration. Donc, voilà, limiter les distracteurs visuels, auditifs, faire une présentation claire avec des phrases simples, avec des informations visuelles. On peut rajouter des informations visuelles, ça va vraiment les aider à capter leur attention et à écouter ce qui est dit. Donner des consignes précises aussi, ça va aider vraiment à la compréhension des consignes en y intégrant les différentes étapes. Ils auront beaucoup de temps et ils auront besoin aussi de temps pour intégrer les consignes. Donc, intervenir, reformuler, donner d'autres informations, ça risque de noyer l'élève. On va le noyer d'informations verbales et ça va entraver sa compréhension. C'est parfois utile de reformuler, hein, mais c'est mieux de laisser l'élève en fait dans une démarche active, en le guidant par des questions du type qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu dois faire? Et puis, il est aussi plus simple d'utiliser la forme affirmative. Ça va vraiment aider la compréhension pour réajuster, par exemple, un comportement inadéquat. Si l'élève devait souligner et puis qu'il a entouré le mot, c'est plus efficace de dire « en fait, tu dois souligner » que « non, tu ne dois pas entourer ». La consigne affirmative, elle permet de verbaliser le comportement qui est attendu et non celui qui n'est pas attendu. Comme ça, au moins, l'élève, il sait ce qu'il doit faire et il va pouvoir réajuster son comportement. Alors, pour aider à améliorer les capacités d'attention, on peut faire plusieurs activités. Pour développer les capacités de vigilance, on peut faire des activités du type le jeu du furet en lecture, par exemple. Lors de ce jeu, un élève lit un morceau de texte, puis l'enseignant l'interrompt et annonce le nom de l'élève qui doit continuer la lecture, et ainsi de suite. Les élèves doivent donc être vigilants pour réagir à l'appel de leur prénom et prendre le relais de la lecture. C'est un jeu qui peut être facilement adapté à d'autres activités comme les tables de multiplication, le calcul mental, la conjugaison, le vocabulaire, etc. C'est un principe de jeu en fait qui demande d'être toujours en état de vigilance comme ça. Le jeu de l'animal, dans lequel il s'agit de lire une histoire aux enfants après avoir déterminé plusieurs mots cibles, par exemple des animaux. Et quand le nom de l'animal est lu, les élèves doivent mimer cet animal ou faire un geste particulier. L'enfant doit donc là aussi rester vigilant et bien écouter l'histoire pour mimer le bon animal au bon moment. Le jeu du béret, c'est la même chose sur un versant moteur, hein, c'est un jeu qui demande une attention. Comme on pourrait dire que le 1, 2, 3 soleil aussi, c'est un jeu qui travaille un peu l'inhibition parce qu'il faut s'arrêter au moment adéquat. Le jeu du loto sonore sur un versant auditif. Pour développer les capacités d'attention soutenue, il est utile de faire des activités de manipulation. Elles sont en effet très efficaces, d'une part parce que l'enfant est actif et donc plus mobilisé, et d'autre part parce qu'on intègre de la motivation. Cependant, il est important de prendre garde à utiliser des activités de manipulation contenantes, c'est-à-dire qui proposent une fin claire. C'est-à-dire dans le cas, l'enfant, l'élève visualise une activité aboutie. Quand toutes les cartes sont rangées, quand le puzzle est complet, alors l'activité est finie. Ça ne signifie pas que la construction libre, avec des cubes en bois, avec des briques, ou quelque chose comme ça, n'est pas intéressante, mais elle travaille d'autres compétences, mais elle est plus difficile à appréhender quand on a des difficultés d'attention soutenue. Pour ces élèves, on proposera plutôt des fiches modèles de construction. On voit bien que les enfants qui jouent spontanément, de façon libre, les parents le disent très bien, hein, les élèves qui ont des troubles attentionnels comme ça et qui jouent dans leur chambre, on arrive, il y en a partout, quoi. C'est-à-dire qu'ils rajoutent un truc et après ils vont chercher un autre truc, et en fin de compte, ça s'éparpille beaucoup. Et donc, c'est vraiment important pour eux de proposer des choses un peu contenantes. On peut proposer également des activités de coloriage, de point à point, de mandala, de copie d'un tableau, etc. Et puis des activités d'observation avec des albums de type Trouver Charlie, ou faire des jeux de 7 différences, trouver des mots cachés, des choses comme ça. Tous les jeux de société comme le Lynx,
Les jeux de cherche et trouve, le mahjong, le jeu des sardines ou le double, par exemple, peuvent être intéressants. Et au cours de ces activités, il peut être pas mal aussi de faire écouter une musique apaisante aux élèves. Ça peut permettre de contribuer à faire redescendre un peu l'agitation psychomotrice. Pour développer les capacités d'attention sélective et d'inhibition, c'est-à-dire être capable de se focaliser, on peut proposer des jeux de contrôle du type Jacadi, 1, 2, 3 soleils dont j'ai parlé tout à l'heure, les chaises musicales, le ni oui ni non, le mikado. Et parce qu'en effet, ce sont des jeux qui nécessitent de réguler l'impulsivité et qui stimulent donc assez bien les capacités d'inhibition. Pour faciliter la mobilisation des capacités d'attention partagée, il est indispensable en fait d'automatiser les apprentissages. On l'a vu, pour que la situation de double tâche soit possible, il faut que l'une des deux tâches soit automatisée. Donc tous les jeux ou activités qui favorisent l'automatisation seront intéressants. On va donc s'attacher à faire automatiser l'orthographe grâce à des jeux comme le Scrabble, le livre d'images qu'on trouve dans le coffret de jeu de Paris au décodage, ou la lecture grâce à des jeux comme le Tam Tam Safari, le jeu du château, etc. On peut aussi automatiser les tables de multiplication avec les jeux comme Carta Toto ou Tam Tam Multimax. Et puis, c'est proposer des activités dans lesquelles les élèves sont amenés en situation d'écoute et de dessin, c'est-à-dire ils sont en double tâche. On les place en situation d'écouter une histoire et de l'illustrer en même temps, par exemple. Pour améliorer l'attention de façon globale, certains intègrent la pratique de la méditation et du yoga. Enfin, il y a des choses qui sont intéressantes à utiliser. Ce sont des activités qui permettent à la fois de se recentrer sur le moment présent et de ralentir toutes les pensées qui fusent pour permettre d'avoir une attention plus soutenue. En focalisant sur les sensations corporelles comme la respiration, mais aussi sensorielles comme la prise de conscience de la posture ou l'écoute des bruits environnants, cela permet d'inhiber les distracteurs, qu'ils soient externes ou internes, et de s'entraîner à focaliser sur son attention. On peut par exemple proposer des situations d'écoute attentive qui permettent de recentrer rapidement l'attention de la classe ou d'un élève. Il s'agit de se dire, allez, on va faire un exercice en 3 minutes. La première minute, on écoute tous les bruits qui sont à l'extérieur de la classe. La deuxième minute, on écoute les bruits qui sont à l'intérieur de la classe. Et la troisième minute, on écoute les bruits qui sont à l'intérieur de son corps. Donc pour soutenir la motivation, qui est essentielle pour pouvoir se concentrer, plusieurs aides peuvent être mises en place. Placer les élèves en situation de défi en proposant des activités qui sont suffisamment difficiles pour que ça représente un challenge. Ça va vraiment être important pour que l'élève soit motivé. Quand on est trop haut, quand c'est trop difficile, on va avoir une démotivation. Mais si c'est trop facile, on va avoir aussi une démotivation et ça va être difficile de se concentrer. On peut aussi scénariser les activités. Il y a un collège des Alpes-Maritimes qui a mené une expérience. Dans ce collège, il y avait des élèves qui étaient vraiment très peu motivés et en fait, ils ont regroupé les élèves dans des maisons comme dans Harry Potter et ils ont fait des groupes comme Gryffondor, Serdaigle, etc. Je crois qu'ils ont inventé même d'autres noms. En intégrant dans chaque maison une classe de chaque niveau. Et les enseignants ont mis en place un système de points bonus pour valoriser les comportements adaptés ainsi que les bons résultats. Donc, par exemple, trier les déchets, avoir une bonne note, aider un camarade, etc. Et il y a aussi des jeux sportifs qui ont été intégrés et qui pouvaient aussi faire gagner des points à sa maison. Et donc, chaque semaine, les points gagnés par les maisons étaient publiés et ça permettait d'obtenir quelques récompenses, passer en priorité à la sortie du collège, etc. Et alors, toute l'équipe enseignante a été très frappée d'observer à quel point les élèves se sont pris au jeu et combien cette scénarisation, elle a apporté d'amélioration dans l'implication des élèves, que ce soit dans la classe ou dans les relations entre les élèves sur tous les temps de vie scolaire. Et en réalité, c'est grâce à cette mise en scène qu'ils ont réussi à stimuler de façon très efficace les capacités de motivation des élèves et à fédérer aussi un esprit de groupe. Et donc, de la même manière, on peut proposer des contrats. Par exemple, on peut dire à ses élèves, vous finissez ces 3 problèmes de mathématiques, et puis ensuite, on fera des jeux de société. Et là, du coup, on leur donne un objectif et on augmente leur motivation. Ça soutient la motivation de l'élève à faire l'exercice.
Le principe d'utilisation de ces renforçateurs, on appelle ça comme ça, c'est que plus le coût cognitif est important, plus le renforçateur doit être puissant et rapproché. Donc si l'exercice est très difficile ou long, on va annoncer tout de suite à l'élève qu'après cet exercice, il va pouvoir faire une activité immédiatement qu'il apprécie vraiment beaucoup. Et donc, il faut adapter le contrat en fonction de la difficulté. Pour mettre en place ces contrats, il y a 2 points importants qui sont à respecter. Le renforçateur doit être défini avant que l'élève ne commence l'exercice. C'est pas « tu as bien travaillé, tu as le droit de faire ça », c'est « quand tu auras fini cet exercice, tu pourras faire ça ». Et le renforçateur doit être choisi par l'élève parmi quelques propositions de l'enseignant. Donc on peut dire, comme ces exercices sont difficiles, tu peux faire quelques pauses entre chaque. Est-ce que tu voudras plutôt continuer ton coloriage ou écouter une musique douce avec le casque? Et donc l'enseignant définit des renforçateurs qu'il peut proposer dans sa classe et l'élève choisit parmi ces renforçateurs. Donc bien sûr, il faut que les renforçateurs ils soient attrayants pour les élèves qui vont les utiliser. Pour aider à réguler le comportement, on peut proposer des actions déjà pour bouger, pour que l'élève puisse décharger un peu, porter un document dans une autre classe, distribuer des feuilles, venir au tableau, etc. Et puis mettre en place un moyen d'évaluation positive des comportements. Souvent, on propose en fait de mettre en place des échelles de comportement avec des points de couleur ou des formes, etc. Où à la fin de la journée, l'élève a une couleur en fonction de son comportement. Mais ça, en fait, pour les élèves dont on parle aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien parce que c'est compliqué pour eux de garder l'objectif toute la journée, d'avoir telle ou telle couleur. Et ça risque de les démotiver parce qu'en fait, même s'ils vont faire des efforts peut-être le matin à fond, à la fin de la journée, parce qu'ils auront quand même la mauvaise couleur parce que l'après-midi, ça aurait été trop pour eux et il y aurait eu des mauvais comportements. On va plutôt proposer d'utiliser un système de jetons, de points. Et il s'agit de distribuer un jeton à chaque fois qu'une activité s'est bien passée au niveau du comportement. Comme ça, on découpe vraiment la journée en activités. Au départ, on va essayer d'en donner de façon très fréquente pour renforcer la motivation de l'élève à avoir un comportement adapté. Puis, on pourra espacer peu à peu la distribution des jetons. Donc, ce système de jetons, ça permet de marquer positivement le comportement adapté de l'élève et ça évite de le confronter à chaque fois à son incapacité à faire ce qu'on attend de lui. Donc, il n'y aura donc pas de retrait de jetons en fait. C'est tu te comportes bien, tu gagnes un jeton, tu te comportes mal, il n'y a pas de jeton, mais on n'en retire pas. Et donc, pour soutenir la motivation, on peut aussi définir avec eux que obtenir 10 jetons, par exemple, ça permet d'accéder à un avantage. Donc, effacer le tableau, être le premier à sortir en récré, etc. On peut même définir à l'avance la valeur en jetons de ces avantages. Donc, avec 10 jetons, tu peux sortir en récré en premier. Avec 20 jetons, tu peux utiliser la tablette. Si tu as gagné 15 jetons, tu peux effacer le tableau. Et chacun, à l'avance, peut annoncer quel renforçateur, quelle récompense il veut obtenir. Donc ça, ce mode de fonctionnement, il est fréquemment utilisé en ABA. C'est de l'analyse comportementale qui est utilisée avec les enfants autistes. Et donc, pour améliorer les relations sociales, là, on va pouvoir annoncer une situation et détailler les attitudes attendues de l'élève pour qu'il sache quel comportement adapter. Donc, par exemple, quand on met en place des jeux, qui peut être une situation très problématique, on peut dire à l'élève, bon, vous allez jouer ensemble, il y en a un qui va gagner et un qui va perdre. Mais ce ne sera pas toujours le même et on fera plusieurs parties. On pourra jouer plusieurs fois. Le fait d'annoncer ça, ça peut aider déjà à accepter de perdre parce qu'on sait à l'avance qu'on va pouvoir rejouer et qu'on va peut-être pouvoir gagner la fois suivante. Être attentif aux moqueries aussi. Il existe des supports de vidéos ou même des livres qui illustrent les troubles dont on parle aujourd'hui de façon concrète. Ça permet d'expliquer au groupe classe les difficultés, mais aussi les forces de chacun. Et ça permet parfois de décanter certaines situations complexes. On vous en présentera à la fin de la conférence. Voilà, on va aussi valoriser les comportements adaptés dont un élève a pu faire preuve et faire régulièrement des points avec lui sur la façon dont tel ou tel moment s'est passé. Voilà, notamment après le temps du midi, par exemple, ou après les récréations qui sont des moments compliqués au niveau des relations sociales. On peut faire un petit point, bon, ok, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Comment on a géré les conflits, etc. Et puis, verbaliser aussi les intentions d'un élève pour l'aider à ajuster son comportement.
Je vais vous donner un exemple, c'est plus simple. Imaginons que dans le couloir, Erwan a du mal à attendre, parce qu'il a du mal à attendre tout le temps, mais là, il a du mal à attendre que Julie attache son manteau et le laisse passer pour aller sortir en récré. Ben, on va lui dire, bon, ok, tu es pressé de prendre ton manteau et de sortir, mais regarde, pour Julie, c'est compliqué pour elle d'attacher son manteau, elle a du mal, et si tu la bouscules, elle mettra encore plus de temps. D'un autre côté, on va dire à Julie, regarde Julie, c'est difficile pour Erwan d'attendre, il est pressé de sortir. La prochaine fois, pour attacher ton manteau, tu peux te mettre dans un endroit où tu ne l'empêches pas de passer. L'idée, c'est de permettre aux enfants de passer progressivement d'une attitude où ils sont centrés sur leur désir à eux, où ils pourraient pousser le camarade qui les gêne de manière impulsive, à une attitude où ils peuvent à la fois prendre en compte le désir d'autrui et aussi exprimer le leur. Ainsi, ils vont pouvoir dire tu peux te pousser s'il te plaît pour attacher ton manteau, je voudrais passer. Alors, quels aménagements peut-on faire pour compenser les troubles des fonctions exécutives? Nous allons proposer différents moyens de compensation. Pour l'organisation et la gestion des activités en général, on peut s'appuyer sur une démarche explicite en annonçant ce qui va se produire et en verbalisant le comportement attendu. Souvent, on se dit c'est inutile, en fait, on comprend bien, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces élèves n'ont pas forcément la même compréhension ou une compréhension efficace des inférences et que souvent, on est obligé de détailler des choses qui nous paraissent évidentes. Et c'est pour ça qu'on est souvent déstabilisé par leur comportement qui paraît complètement inattendu. Et donc, de fait de verbaliser le comportement attendu, prépare l'élève aux transitions, lui permet d'anticiper et de désamorcer une situation anxiogène qui génère de l'agitation. On va utiliser des supports visuels pour l'aider à centrer son attention sur l'essentiel et éviter toute distractibilité. Et puis, on va convenir d'un geste discret pour que l'élève puisse signaler qu'il a une question sans déranger toute la classe. On a tous ces élèves là qui vont poser la question avant que vous ayez fini d'expliquer la consigne. Donc, forcément, il a juste à attendre la fin. Donc, l'enseignant peut lui aussi manifester discrètement à son élève qu'il a bien vu, qu'il avait quelque chose à demander et qu'il lui donnera la parole ultérieurement. C'est ce qu'évoque Céline Alvarez dans son ouvrage intitulé Une année pour tout changer. Elle parle de l'habitude qui a été donnée aux enfants en maternelle là, de poser la main sur l'épaule de leur enseignant qui travaille avec un autre élève pour lui manifester qu'ils ont quelque chose à demander sans l'interrompre. Ça permet aux élèves qui ont du mal à attendre d'apprendre un comportement qui soit adapté. Pour optimiser les conditions d'apprentissage, il est important, évidemment, et a fortiori pour ces élèves-là, de créer un cadre de travail qui soit calme et structuré, et donc d'installer ces élèves loin des distracteurs, c'est-à-dire loin de la poubelle, oui, quand même un lieu essentiel à observer, et de la fenêtre, près de l'enseignant, et puis à côté d'un voisin calme, susceptible de les aider. Plutôt au premier rang, pour éviter les distracteurs de la classe, mais parfois, sinon ça serait trop facile. Certains élèves ont besoin de voir ce qui se passe ou ils ont peur de rater des choses et du coup, ils passent leur temps à se retourner. Bon, alors on perd à ce moment-là tout le bénéfice de ce placement au premier rang. Et pour cela, il est préférable de prévoir une place à l'arrière de la classe parce qu'ils ont besoin de voir ce qui se passe et d'identifier l'origine des bruits qu'ils entendent. On va s'attacher à réduire au strict nécessaire l'affichage de la classe pour certains élèves, car pour certains élèves, ce sera difficile de s'y repérer. Et puis pour d'autres, les TDA en particulier, qui n'ont pas d'hyperactivité, ce sera un support de rêverie intarissable. Ils vont donc plutôt favoriser des sous-mains ou des calepins qui contiennent les supports de référence et qui peuvent être adaptés à chacun en fonction des besoins. Et puis, inciter à ne laisser sur sa table que le strict nécessaire. Dédier un endroit du tableau à l'affichage des consignes, des différentes étapes de travail à réaliser, et puis des règles de vie de la classe. L'élève pourra s'y référer en cas de besoin. Pour certains, il sera plus bénéfique d'accéder à ces informations sur un support individuel, avec un cahier des routines, comme on va le proposer tout à l'heure, ou un sous-main. Et puis, on peut également organiser un coin calme dans la classe pour permettre aux élèves qui en ont besoin de se recentrer. On peut y mettre différents outils permettant de s'apaiser, que ce soit les balles tactiles, le casque pour écouter de la musique, des histoires ou des supports de méditation. Permettre également des temps de travail en musique qui peuvent contribuer grandement à apporter une atmosphère de sérénité dans la classe. Pour les activités en général, on va s'attacher à adapter la présentation des documents en limitant au maximum les distracteurs dans le document.
proposer des consignes claires et séquencées. Et puis, pour certains élèves qui sont très impulsifs et très précipités, comme ça, on peut donner les exercices un à un pour éviter qu'ils se jettent sur leur travail trop rapidement sans même lire les consignes, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont un train à prendre, qu'ils n'auront jamais le temps de tout finir, ils se précipitent et ils bâclent tout. Ça n'a donc pas beaucoup d'intérêt. Et puis, on peut mettre en exergue les consignes, les éléments importants d'une leçon ou d'un texte. On peut également réduire la quantité de travail. Là, c'est une adaptation qui est fréquemment proposée, qui est souvent nécessaire parce que compte tenu de la lenteur associée au TDA en particulier, prévoir une réduction de la quantité de travail plutôt qu'accorder du temps supplémentaire. Cela évite à l'élève de se retrouver toujours dans la situation du randonneur qui rejoint son groupe en dernier et qui n'a jamais le temps de se reposer. Cependant, il faudra quand même veiller à conserver la même variété d'exercices parce qu'il nous semble à nous plus intéressant de maintenir le même nombre d'exercices et de supprimer quelques items à chaque fois pour permettre de maintenir une certaine flexibilité au niveau de l'adaptation du passage d'une consigne à l'autre. On peut également réduire la quantité d'écrits demandés, même si ces élèves ne sont pas dysgraphiques, parce qu'en effet, le coût attentionnel occasionné par la tâche d'écriture peut entraîner une fatigue cognitive notable et laisser moins de place pour le reste des apprentissages. On peut également adapter le niveau d'exigence aux différences interindividuelles parce que tous les élèves n'ont pas les mêmes capacités d'attention. Il est très important d'accompagner les familles également pour qu'elles mettent aussi en place les différents aménagements à la maison. Un élève qui travaille d'autant mieux, un élève travaillera d'autant mieux s'il retrouve les mêmes procédures dans les différents espaces où il doit travailler. Par ailleurs, il sera souvent nécessaire de vérifier que les supports de travail pour les devoirs du soir sont exploitables et fournir, le cas échéant, une copie des leçons ou la liste des devoirs à faire. Alors, on va vous présenter quelques outils d'adaptation. Donc, les outils pour les élèves, pour favoriser l'attention et l'inhibition, en aidant notamment à limiter les distracteurs. Donc, on peut par exemple mettre en place des casques qui permettent soit d'isoler phoniquement et de faciliter la focalisation sur une tâche, ou bien d'écouter une musique calme. Et puis les panneaux amovibles qui permettent d'isoler visuellement l'élève. Pour aider l'élève qui ne peut pas s'empêcher de bouger, donc il existe des fidgets. On en a parlé un petit peu tout à l'heure et j'ai vu que dans la discussion, vous en aviez parlé. Donc ces objets à manipuler se trouvent facilement dans le commerce, mais ils peuvent aussi être remplacés par une boule de pâte à fixer ou de pâte à modeler. Voilà, donc ces objets ne sont pas adaptés pour le syndrome dysexécutif, mais surtout pour un trouble de l'attention. Et donc oui, vous pouvez sélectionner des objets qui ne vous gênent pas en classe, qui ne font pas du bruit. Là où on vous montre par exemple des petits embouts à rajouter sur un stylo et ça se tourne, c'est une vis infinie. Du coup, c'est pas bruyant. Il y a le petit dé qui est pas bruyant, qui se glisse facilement dans une trousse, des petites balles, voilà, à manipuler. En fait, c'est à vous de voir ce qui plaît à l'élève, ce que les parents peuvent fournir, parce que c'est pas forcément aussi à vous de tout fournir, et puis ce qui est possible, gérable dans votre classe. Il existe aussi des objets à mordiller. Donc là, il y a des objets qu'on rajoute au bout d'un stylo, en fait, pour éviter de manger tous ces stylos. Il y a aussi des petits bracelets ou des colliers. Voilà, certains élèves ont besoin de mordiller comme ça ou de mettre à la bouche. Et si on les en empêche, on va entraver leur capacité de concentration parce qu'ils vont se dire je dois pas mettre mon stylo à la bouche au lieu d'écouter, quoi. Voilà, les accessoires pour bouger aussi tout en restant assis à sa place. Donc, il y a le ballon de pilates qui peut être utilisé pour remplacer la chaise. Je sais que ça existe, dans certaines classes, c'est utilisé. Après, c'est quand même volumineux, donc à vous de voir si ça peut être intégré. Il existe aussi des tabourets dynamiques ou des petits coussins à picot qu'on rajoute sur une chaise et c'est un peu dynamique du coup. Ou bien des supports dynamiques pour les pieds. Donc, on a des supports, voilà, une petite planche d'équilibre qu'on achète dans des magasins spécialisés, ou bien juste un élastique entre deux chaises. Ça marche très très bien aussi et c'est moins cher. Pour aider à l'organisation, il y a de nombreux outils du quotidien qui facilitent l'organisation d'un élève. Le cahier, qui est bien plus facile à gérer qu'un classeur avec des feuilles volantes. De même que l'agenda qui suit
la chronologie des jours plutôt que le cahier de texte. On peut aussi proposer des minuteurs, des timers ou un sablier qui aident à visualiser le temps qui passe. Et puis des emplois du temps visuels. Donc, on peut avoir des emplois du temps visuels comme le premier, qu'on peut fournir à la journée, par exemple, si l'élève a du mal à se repérer dans l'emploi du temps à la semaine. On peut même avoir des emplois du temps mobiles avec des petites étiquettes qu'on va décrémenter au fur et à mesure que la journée passe. Voilà, pour que l'élève soit repéré dans le temps et dans sa journée. Pour les activités de temps calme, il existe des outils interactifs comme ma fabrique à histoire de l'Uni, mais il y en a d'autres, voilà, HomeKid, méditation et sophrologie, il en existe plein. L'idée, c'est de choisir des personnages ou des lieux pour construire une histoire. On peut aussi télécharger des musiques calmes ou des séances de méditation. Voilà, il y a aussi un livre sonore, mes premiers moments de relaxation. Donc, il en existe plein, maintenant on peut choisir. Et puis, pour pratiquer la méditation en classe, voilà, ça peut être une activité qui peut être intégrée dans l'emploi du temps pour toute la classe. Ce sera bénéfique pour tous vos élèves et pas seulement pour celui qui est hyperactif ou qui a un syndrome des exécutifs. Voilà, donc il y a des applications qui sont maintenant faciles à utiliser comme Petit Bambou, mais c'est payant. Maintenant, on peut aussi trouver des vidéos sur Internet. Il y a aussi des CD très bien qui sont faits comme Calme et attentif comme une grenouille de Lynn Snell, ou des ouvrages comme La douce méthode de gymnastique douce et de yoga pour enfants de Chabrol et Raymond, Une année de méditation en classe ou Concentration et relaxation pour les enfants. Pour expliquer et aborder les différents troubles en classe avec les élèves, on vous présente quelques ouvrages. La collection Au cœur des différences qui propose une série de livres avec divers thèmes. Donc, on peut avoir La tête dans un manège qui traite de l'hyperactivité, ou bien ou Simon sur le trouble de l'attention. Il y a aussi Écoutez Mille, Théo la tornade, et Epaminondas. Voilà, c'est un conte qui illustre de façon humoristique les difficultés d'un garçon qui présente des troubles des fonctions exécutives. Et c'est assez rare de trouver quelque chose sur les fonctions exécutives et qui, malgré tous ses efforts, n'arrive jamais à avoir un comportement adapté. Voilà. Donc, on va finir par une petite vidéo qui est destinée aux élèves et que vous pouvez tout à fait montrer en classe. Et puis après, on va reprendre vos questions. Et puis, si vous avez de nouvelles questions, on y répondra. Voilà, c'est un sujet qui est au cœur de votre pratique, je pense, les troubles de l'attention. Donc, on va prendre le temps. Alors, hop, je vais vous partager la vidéo. Donc, nous allons passer aux questions. Nous espérons avoir été clairs et vous avoir donné des pistes intéressantes pour comprendre les difficultés rencontrées par les élèves qui présentent des troubles dits exécutifs et pour mettre en place des pistes également pour mettre en place des aménagements adéquats. Pour compléter cette présentation, c'est vrai qu'on parlait vite, mais on voulait dire beaucoup de choses. On a dû faire plein de coupes pour que ça tienne dans le timing. Mais vous trouverez dans notre ouvrage une description plus approfondie des fonctions exécutives et de leur développement normal. Et puis, vous trouverez également des documents qui ont été modifiés et adaptés de différentes manières en fonction des objectifs et qui permettent d'illustrer concrètement ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Et puis, vous y trouverez également des outils d'adaptation à employer directement. Voilà, donc toutefois, ce qui est important de souligner, c'est qu'il n'y a pas de façon unique de mettre en place des aides et toutes ne conviennent pas à tous. Là, on vous a présenté beaucoup de choses. Le but, c'est pas de tout mettre en place dans votre classe, mais de la même façon qu'on va évaluer la correction de la vue par des lunettes, on va faire différents essais. Il faut tester, analyser les difficultés rencontrées, puis observer ce qui fonctionne pas, ce qui est pertinent, en gardant à l'esprit que toute béquille a pour vocation d'être estompée au fur et à mesure. Les aides et les moyens de compensation doivent être maintenus en classe pendant les exercices, pendant les évaluations, mais aussi à la maison. Personne n'aurait l'idée de retirer ses lunettes à un élève pour les évaluations. C'est la même chose pour les adaptations qui sont mises en place pour ces élèves. Mais on va les réévaluer au fur et à mesure en fonction des besoins et des objectifs de chacun. Voilà, donc on a assez parlé. À vous la parole. Allez, on prend les questions. Et oui, la vidéo, je crois pas qu'elle est contre la vidéo qu'on vient de voir, Françoise, sur. C'est pas contre les médicaments. Hein.
Ils sont pas contre la Ritaline? Non, je ne pense pas. Non, non, il dit que ça a été, ils l'ont remercié pour service rendu, c'est-à-dire que ça a été intéressant à un moment donné, et puis l'enfant a réussi à intégrer une façon de se comporter plus adéquate, et puis a pu s'en affranchir un petit peu. Moi, j'ai vu ça, par exemple, avec un de mes petits patients, c'était impossible pour lui. Il a eu des grosses difficultés d'acquisition du langage écrit, il a fait 2 CP, etc. Sans apprendre à lire, avec un gros trouble attentionnel. Et puis, alors en CE1, je crois, il y a eu un traitement en Ritaline là, qui s'est mis en place. Ça a bien désamorcé tous les problèmes de comportement. Et là, il arrive parfois, là, il doit être en CM1 maintenant. Je le vois arriver, il me dit, ah, j'ai pas pris mon traitement aujourd'hui. Mais je veux dire, bon, ça n'a plus du tout autant, on voyait beaucoup la différence entre avec et sans. Maintenant, ça ne l'a plus autant parce qu'il a quand même réussi à intégrer un comportement adéquat. Et donc, même s'il est un peu plus éparpillé, il arrive quand même à se recentrer suffisamment. On essaye de reprendre les questions un petit peu dans l'ordre, si vous voulez. Oui, alors il y a certaines questions dont vous avez répondu entre vous, donc ça c'est très bien. Donc le diagnostic qui le pose, donc oui, ça peut être le neuropsychologue ou le neuropédiatre. Voilà. Des outils de dépistage, il en existe, mais je ne sais pas s'ils sont à destination des enseignants. Mais souvent, dans les centres spécialisés, en fait, ils donnent des grilles à remplir aux enseignants, aux parents. Et puis, également, eux, ils s'appuient également sur un test évalué, c'est le Teach notamment, fait par les utilisé par les psychologues ou les neuropsychologues. Et donc, en fait, c'est vraiment comment dire, la synthèse de tous ces éléments qui permettent de poser un diagnostic. Mais il y avait une question que je trouvais intéressante à la fin. Vous dites que ça vous faisait penser à la moitié de vos élèves, ce que je peux comprendre, parce que nous aussi, on a dans nos cabinets des enfants très agités, très impulsifs. Et effectivement, je pense que l'usage intensif des jeux vidéo qui sont très excitants contribue grandement à maintenir ces élèves dans un état d'excitation, là, comme ça. Vraiment, la différence, en fait, c'est quand on supprime la source d'excitation, autant pour les élèves qui n'ont pas de troubles spécifiques, et l'attention va redescendre, l'impulsivité également, mais pour les élèves qui ont des troubles attentionnels, ça ne change rien, en fait. Ils ont toujours leur trouble attentionnel. Alors, par rapport au traitement médicamenteux, bon, on n'est pas médecin, hein, mais il y a différentes molécules et différents modes d'administration, et ça, c'est vraiment dépendant des enfants. Il y a des modes d'administration où on prend le médicament, ça dure 8 heures. Il y en a que l'on prend et c'est plus continu. L'effet continu, ça va être au niveau médical, en fonction des effets indésirables, parce qu'il y a certains enfants qui supportent mal le traitement. Donc, voilà, il n'y a pas une manière d'administrer qui est mieux que l'autre. En fait, c'est pas là c'est efficace et l'autre n'est pas efficace, c'est que c'est très dépendant des enfants. Moi, là, j'ai une petite patiente qui a pris les traitements et qui est plus excitée quand elle les prend. Donc, ça ne marche pas sur elle, voilà. Il y avait la question aussi sur le TDA avec un très bon potentiel intellectuel. L'idée, c'est vraiment, et d'ailleurs, dans le très bon potentiel intellectuel, on a fréquemment également des problèmes d'impulsivité et de troubles attentionnels. Souvent, les choses sont assez liées. Oui, on va se dire qu'il y a possibilité de compenser les difficultés avec le temps, parce que je pense que la mise en œuvre de routine et de tout le travail de la métacognition où on se regarde on regarde comment on réfléchit, ce qui est aidant, pas aidant, surtout avec quelqu'un qui a des bonnes capacités intellectuelles, va permettre je pense, de compenser au fil du temps ou de s'adapter à son fonctionnement intellectuel particulier. On a tous un fonctionnement intellectuel particulier. Après, mieux on le comprend, mieux on peut agir. Il y avait aussi comment savoir si l'enfant écoute vraiment ou s'occupe sans écouter. Là, on peut. On lui pose une question et on voit s'il sait y répondre, mais ouais, ça c'est. C'est vrai que vous avez plein de choses à gérer en classe, hein. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur comment on fait pour mettre en place tout ça avec autant d'élèves, avec peu de moyens. Ça, on en est tout à fait conscient. C'est pour ça que je disais vraiment dans la conclusion que le but, c'est pas de tout mettre en place dans votre classe et d'avoir tous ces gadgets. C'est un élève dans votre classe qui va avoir un ou deux, qui vont avoir tel ou tel besoin et on va tester avec eux. Après, c'est aussi, je pense, une manière d'organiser et de s'organiser pour tout le monde
Et du coup, ce sera bénéfique pour eux, ça sera bénéfique aussi pour les autres élèves, ceux qui sont pas très attentifs mais qui n'ont pas de troubles. Ben, en fait, toutes les astuces qu'on vous donne peuvent également être bénéfiques pour eux. Le système voilà, de points pour donner plus de motivation. Je parlais de l'expérience qui a été menée au collège sur Harry Potter. Je sais que ça a été fait aussi dans d'autres classes, sur des petites classes, CP, CE1, avec peut-être un autre univers. Et on renforce la motivation en donnant des bons points, voilà, quand on a une bonne attitude. Et ça va renforcer d'autant plus l'élève qui a un trouble spécifique. Et puis après, chacun trouve aussi des moyens pour recentrer l'attention de sa classe. Je veux dire, j'ai discuté avec une enseignante qui me disait qu'après chaque récréation, enfin l'après-midi, après la cantine, elle proposait systématiquement un quart d'heure de temps de lecture au calme et que l'attention de la classe se remobilisait. Donc ce temps de routine, ce temps de méditation, je dirais, c'est une boîte à outils en fait. On s'attache nous à décrire, à mettre plein de choses dedans, mais chacun pioche des choses avec lesquelles il aime travailler aussi. Hein. On n'a pas obligé d'acheter tous les fidgets possibles. Bon, ouais, Il moi, faut pas même en fait. j'ai un bout de pâte à fixe là qui m'a bien accompagné pendant toute la conférence, tout en étant attentif. Donc, il n'y a pas forcément besoin de consommer des choses extraordinaires pour ça. Et puis les parents sont souvent, enfin ils sont tellement, enfin je veux dire, un trouble attentionnel est tellement impactant, ou même dans la vie quotidienne, que les parents sont vraiment souvent des bons partenaires pour proposer des choses. Moi, une personne qui me disait, si j'avais su que le coussin à picot nous permettrait de passer enfin des repas corrects, je l'aurais acheté bien plus tôt. Donc, faut voir, faut tester et utiliser les ressources dont on dispose et puis qui peuvent être mises à disposition également par les familles, peut-être. Oui, c'est ça en fait. Je pense que vous pouvez acquérir au fur et à mesure quelques outils et puis chaque année, vous aurez 1, 2, 3 élèves, 4, 5, je sais bien, ça dépend des fois et parfois c'est trop, qui en auront besoin et qui iront piocher. Moi, l'élastique entre les pieds de la chaise, ça m'aide. J'aime bien, je peux bouger mes pieds. Moi, je préfère le coussin sous les fesses. Voilà. Et ils vont aller chercher dans la petite boîte de manipulation, par exemple. Oui, et le travail au sein d'un petit groupe est une plus-value, c'est sûr. Travailler en petit groupe, il y aura moins de distracteurs et il y aura un travail plus personnalisé, donc ce sera plus simple. Quand c'est faisable, oui. Oui, ces enfants peuvent bénéficier d'une AESH quand le diagnostic est posé et que le trouble est reconnu. Donc, s'il y a un diagnostic, on peut monter un dossier MDPH et ils peuvent bénéficier d'une AESH quand c'est nécessaire. Oui, c'est ça, vraiment l'alternance d'activités différentes et le passage de l'une à l'autre est toujours intéressante. J'ai même une petite patiente moi, qui a un trouble comme ça. Son enseignant a dit, au cas où, il lui a dit, je sais que si tu as besoin de bouger, tu as le droit de te bouger, de faire un tour dans le couloir. Elle s'est jamais levée, mais rien que l'idée de pouvoir le faire au cas où, ça suffit à beaucoup désamorcer la situation d'anxiété et du coup l'agitation. C'est ça. Oui, parfois. Oui, les AESH sont souvent mutualisés parce qu'il y a de moins en moins de recrutement et c'est compliqué. Tout ça, on sait tout ça. Hein. Nous, on vous donne un peu ce qui est idéal. Après, une AESH mutualisée, parfois, c'est aussi idéal dans le sens où on a des élèves qui deviennent très, très, très peu autonomes quand l'AESH est individuelle. Parfois, c'est nécessaire qu'elles soient individuelles, mais parfois, c'est aussi bien que ce soit mutualisé pour quelques élèves et qu'on apprenne au fur et à mesure à s'autonomiser, à s'organiser avec voilà, d'autres astuces, avec d'autres aides, d'autres outils. Et au contraire, je dirais qu'une AESH mutualisée permet, dans certains cas, de travailler la focalisation. C'est-à-dire que toi, tu as ta consigne. Si elle s'est assurée qu'il a bien compris sa consigne, etc., allez, je te laisse t'exercer. Tu travailles comme ça, tu apprends à résister aux distracteurs. Et même si elle explique un autre truc à quelqu'un d'autre, eh bien, lui, ça lui permet de travailler en autonomie. Nous, on travaille beaucoup comme ça maintenant aussi. Parce qu'après, avec les AESH, il y a parfois le revers de la médaille, c'est-à-dire des enfants qui sont complètement passifs et qui n'initient plus. Et on sait bien que dans le syndrome des exécutifs, on a aussi des élèves qui n'initient pas la mise au travail. On dirait parfois des lapins là, dans les phares d'une voiture.
Par rapport aux adultes, donc ça, en fait, il y a 3 à 5% des enfants qui ont un TDAH et 3% des adultes. Donc oui, il y a des adultes TDAH. Après, bien souvent, ils ont appris à vivre avec. C'est souvent des gens qui font beaucoup de sport, beaucoup d'activités, voilà, qui... Ça peut être un plus, hein. Il y a des gens qui gèrent 10 000 trucs. Alors, en quatrième, une AESH sera-t-elle bénéfique auprès d'un enfant avec un syndrome dysexécutif, HPI, dysgraphique, TDAH, ou ce sera une difficulté de plus pour lui, sachant que les relations sociales avec les pairs sont déjà difficiles? On arrive bien tard pour autant de soucis. Il n'y a rien qui a été mis en place auparavant? Oui, effectivement. Moi, j'ai un enfant système handicap, TDAH. Et du coup, je voudrais savoir comment faire pour forcer, entre guillemets, au collège, dire que il a besoin d'adaptation, en fait. Il y a eu des réunions de fait Oui, ouais. Parce que ça se fait normalement au sein d'un PAP. oui. Voilà. Après, c'est au bon vouloir de chaque enseignant. Ça va dépendre aussi de la direction un petit peu du collège. Voilà, je sais que nous, par exemple, dans notre collège de secteur, il y a une CPE qui insiste vraiment auprès de chaque prof pour que les aides soient mises en place. Malheureusement, il y a toujours quelques professeurs qui ne veulent pas prendre le temps, ne peuvent pas, ne savent pas comment faire. Voilà, il y a différentes explications. Ouais, voilà, ça arrive qu'il n'y ait pas d'adaptation. Voilà, maintenant, il y a quand même des recours. S'il y a un PAP de fait, vous pouvez reprendre rendez-vous, exiger que ce qui a été noté dans le PAP soit mis en place. Voilà, Ouais, c'est une bataille. Ouais, non, mais c'est pas fait, en fait. Donc, Mais au bout parfois d'un c'est fait, moment, voilà, faut le savoir que parfois c'est fait, ça existe et même dans des collèges et même dans des lycées. Donc ça veut, voilà, c'est aussi, faut insister parce que c'est possible. Je dis pas qu'il faut tout mettre en place, mais c'est possible de mettre des aides et même au collège. Et bien sûr, on peut pas tout faire, mais il y a des choses qu'on peut faire. Réduire la quantité nous, on préconise, par exemple, souvent pour réduire la quantité, de réduire le nombre d'items dans un exercice. Mais au final, si ça c'est trop compliqué, on peut juste barrer le dernier exercice du contrôle et dire voilà, on a réduit la quantité. Rien que ça, on réajuste le barème et ça prend pas beaucoup de temps à faire quoi. non, ça, c'est pas possible. Là, après, c'est un problème que nous, on ne peut pas régler. Voilà, Ça pour vous. Il y a des gens qui répondent dans la conversation, vous voyez, qui vont vous aider pour voir comment réussir à mettre en place le PAP, enfin, à le faire appliquer. S'il y a un dossier MDPH, s'il y a un diagnostic qui a été posé et des préconisations. Après, alors les enseignants font ce qu'ils peuvent. Il ne faut pas exiger les choses. Chacun a ses difficultés. La réalisation, la mise en œuvre, comme vous l'avez dit tous, n'est pas toujours évidente. Malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Mais enfin, il faut quand même que les préconisations puissent être entendues et que vous trouviez un moyen de médiatiser un peu les relations que vous avez avec l'équipe enseignante là. D'accord. Le flapping, ça évoque plutôt un trouble autistique, mais maintenant, voilà, il y a aussi, moi j'ai un patient qui flappe et qui n'est pas autiste. Il y a un autre diagnostic, donc voilà, on n'est pas en train de dire que cet enfant est autiste. Hein. C'est pas évident que tous les enfants ont TDAH aient un flapping, quoi. Oui, c'est ça. Après, l'affaire du diagnostic, je dirais, il faut s'appuyer, il faut être prudent avec les diagnostics un peu hâtifs, etc. Il y a des professionnels très bien formés et je pense que c'est important de s'appuyer sur leur diagnostic. Après, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est mettre à disposition, parce que c'est vrai que dans notre pratique orthophonique, évidemment, on rencontre tout un tas d'enfants qui ont des difficultés diverses et variées. Et quand on assiste aux équipes de suivi, souvent, on rencontre des enseignants qui sont un peu démunis parce qu'ils ne savent pas ce qui peut fonctionner ou pas. Donc, vraiment, notre projet, c'est de mettre en place, enfin, de mettre à disposition, enfin, de mettre des éclaircissements et puis de mettre à disposition des idées, des outils. Après, il n'y a pas que les nôtres. Il y a des tas de gens qui en proposent des intéressantes et vous-même, dans vos classes, souvent, vous mettez en place des choses très intéressantes. Donc, alors, le Brain Gym, j'ai vu, oui, plusieurs questions dessus. Je ne connais pas très bien. J'ai regardé là tout à l'heure rapidement. J'ai vu que ça passait par les mouvements du corps et le kinesthésique. Faudrait qu'on se documente un peu. Après, si j'ai envie de dire, si quelqu'un en trouve un bénéfice, pourquoi pas?
Est-ce qu'il y a du matériel alloué par la MDPH? Honnêtement, à part un ordinateur, ou vraiment des trucs très spécifiques comme des chaises adaptées en cas de handicap moteur, mais dans le cadre d'un syndrome dysexécutif ou d'un TDAH, par exemple, je sais pas, un ballon de gym pour qu'il s'assoie et puisse bouger, je pense pas que ça entre dans les allocations. Voilà. Et le diagnostic, on en a déjà parlé, que ce soit un TDAH ou un syndrome dysexécutif, ce sera le neuropsychologue ou neuropsychiatre qui va le poser. Ouais. Et puis après, bon voilà, c'est pas forcément coûteux. Émilie, elle a dans son bureau, là, c'est ses pieds qu'on a vu un élastique entre deux chaises. Moi, j'ai un tabouret en bois que j'ai acheté en brocante. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément non plus l'aspect matériel qui peut nous empêcher de mettre en place les choses. Voilà. Oui, c'est ça, le fidget, le truc à manipuler. Je parlais de la pâte à fixe. Et justement, vous disiez, oui, faut pas trop non plus avoir des outils trop stigmatisants, par exemple pour les collégiens. Moi, j'avais une collégienne qui avait caché dans son taille-crayon un petit morceau de pâte à fixe. Et puis, elle faisait ça avec son morceau de pâte à fixe en cours. Personne ne le voyait, personne n'entendait. Et elle arrivait à écouter et à se concentrer mieux grâce à ça. Oui, vous payez tout de On votre sait bien poche, que vous on ne vous demande payez, pas. voilà, Oui, on sait bien, on fait les oui, brocantes avec vous en fait, donc on le sait. Après, il y a aussi des choses que voilà, vous pouvez en discuter avec les parents et les parents peuvent aussi. Et je sais bien qu'il y a certains parents qui n'ont pas d'argent. Je sais que la réponse va être immédiate. Voilà, ce qu'on vous présente, c'est pas forcément des choses très coûteuses. On vous a montré les petites vis autour du stylo, mais là encore, on n'est pas obligé de prendre les petites vis autour du stylo. Et de la même manière, en fait, au-delà de ça, au-delà du matériel et des outils, il y a aussi la procédure, c'est-à-dire donner les exercices les uns après les autres, détailler, mettre à disposition les protocoles. Là, je ne sais pas si on les voit pas, non, ils sont en téléchargement dans le livre, mais des protocoles pour comment je prépare mon cartable, des routines, des choses comme ça, des choses très cadrantes. J'avais une patiente dont l'enfant avait un syndrome dysexécutif, c'était une enseignante d'ailleurs, et qui par exemple, à la maison, elle mettait sur le lit de son fils les vêtements dans l'ordre dans lesquels il devait les enfiler pour qu'il puisse être à l'heure au moment de partir. Donc, il y avait, Les sous-vêtements en haut et le pull en bas. Voilà, c'est ça. Elle avait de façon instinctive parce que les gens s'habituent et s'adaptent aux difficultés de leurs enfants et ils savent qu'il faut détailler le programme de la journée parce que sinon ça va être n'importe quoi. Enfin, et donc c'est plus une façon de penser, une façon de comprendre les troubles qui est intéressante, au-delà du budget qu'il faut pour acheter la balle rebondissante. Il ne va pas y avoir d'outil magique qui va aider à résoudre tous les problèmes, malheureusement. Oui. Alors, passer chez un neuropsy, le bilan orthophonique ne diagnostique pas les troubles, le syndrome dysexécutif et les troubles attentionnels. On les observe et on conseille éventuellement de demander des diagnostics complémentaires. Nous, vraiment, en orthophonie, on fait des bilans de langage. C'est ça, langage oral, langage écrit. Si vous voyez un élève qui a plutôt des troubles de l'attention, envoyez-le plutôt directement vers le neuropsy. Sinon, nous, en fait, on va faire un dépistage et on va dire, bah non, il y a des troubles de l'attention, il faut aller voir un neuropsy, ça va faire une étape en plus. Neuropsychiatre, ça doit l'être vu que c'est un psychiatre ou un pédopsychiatre. Il y a des pédopsychiatres qui sont spécialisés en troubles de l'attention. Donc, ceux-là seront remboursés, oui, ce sont des médecins. Et jusqu'à quel niveau ces aides, c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'elles sont destinées à être estompées. C'est-à-dire que petit à petit, l'idée, c'est qu'ils s'approprient. Donc, au départ, on va détailler tout le programme pour noter tes devoirs. Voilà, tu fais comme ça, tu mets au fur et à mesure dans ton cahier, dans ton cartable, tu coches, clac, clac. Ton cahier de maths, tu mets une couverture rouge, ton livre aussi, comme ça, tu sais que tu as 2 éléments rouges. Enfin, on va comme ça détailler petit à petit. L'idée, c'est vraiment qu'ils arrivent à s'en affranchir petit à petit ou à se les approprier et à le faire en autonomie, en fait. Oui, le syndrome dysexécutif, alors il est vraiment, c'est peu connu, on en parle plus dans nos milieux à nous, mais c'est vrai que quand on l'a un peu identifié, alors il n'y a pas 50 élèves qui en ont dans la classe, il y en a 1 ou 2 de temps en temps, mais ils ont vraiment des particularités au niveau du comportement qui interrogent, qui interpellent, vraiment au niveau du raisonnement, voilà.
Ouais, l'adhésion, là, quand ils répètent, chaque fois qu'on parle, ils répètent la fin de nos phrases, c'est très particulier et voilà, ça fait vraiment syndrome dysexécutif, cette incapacité d'inhiber, comme ça la parole. Puis la désinhibition au niveau du comportement, du coup, ça entraîne quand même pas mal de ils sont un peu sans filtre, quoi. On a l'impression que c'est des enfants un peu tout puissants, un peu mal élevés, qui n'arrivent pas à passer d'une tâche à l'autre, à inhiber, à planifier, à s'organiser, il y en a partout. Ah, mais c'est super, si vous trouvez ça intéressant, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment le lobe frontal qui est le seul, c'est chez les humains, hein, une spécificité des humains qui gère un peu tout ça, l'inhibition, toutes ces fonctions supérieures-là. Et on retrouve des difficultés, suite à un trauma crânien au niveau frontal, on va avoir les mêmes difficultés, ouais. Voilà, c'est ça. Les fonctions exécutives, elles sont également atteintes chez les patients qui sont cérébro-lésés ou qui ont des atteintes au niveau du lobe frontal. Oui, tout ça, c'est développé dans les livres. En fait, on a vraiment, déjà, on reprend, de manière un peu plus approfondie ce que sont les fonctions exécutives parce qu'on sait bien que c'est pas quelque chose de très connu. Puis ensuite, on détaille, voilà, les troubles de manière plus approfondie, les conséquences de ces troubles, et aussi ce qui peut permettre de repérer ces troubles. Et après, on s'est vraiment attaché à détailler, au maximum toutes les aides qu'on peut, proposer. Ouais, et alors donc Oui. le syndrome dysexécutif est dans le tome 2 là, hein, Oui, bah, c'est celui-là. c'est dans vos livres, ouais. Dans le livre Voilà. 1, c'est pas l'objet. Voilà, donc accompagner les élèves atypiques traite donc du TDAH et du syndrome dysexécutif, du trouble du spectre de l'autisme et des enfants HPI. Les 3 chapitres, donc il y aura les deux conférences à venir sur les 2 chapitres suivants. Voilà, le premier parlait de la dyslexie, des troubles du langage oral, des troubles de la dyspraxie et la dyscalculie. Et oui, une chute dans les escaliers, si on tombe au niveau si le trauma crânien se situe au niveau du lobe frontal, on peut avoir des difficultés au niveau des fonctions exécutives. Tout dépend d'où est le Mais choc. enfin, il faut qu'il y ait des Pardon. lésions, voilà, ça, Oui, enfin, voilà, oui, un c'est pas trauma juste. crânien, voilà. Voilà. Et oui, c'est intéressant, en fait, c'est tout à fait l'idée. C'est de continuer les réflexions dans les classes. Bien sûr que c'est difficile là, de répondre à des cas particuliers pour un élève en particulier, etc. On peut donner des réponses comme ça un petit peu évasives. Mais l'intérêt, c'est vraiment de continuer la réflexion dans les classes, d'observer, effectivement. Et de la même manière que nous, on poursuit toujours notre réflexion au sein des cabinets. On n'a pas de solution. Alors, c'est sûr qu'au fil du temps, la boîte à outils s'est un peu remplie. Tout le travail de réalisation de ces ouvrages là, nous a permis aussi de poser les choses un peu à plat. Voilà, elle nous a donné plus d'éléments pour comprendre et agir de façon adéquate. Mais il y a des choses qui fonctionnent, il y a d'autres qui ne fonctionnent pas. Et puis, voilà. Oui, il n'y a pas à culpabiliser. Je veux Ouais. dire, Vous faites déjà fait. tellement. Mais oui, chacun fait de son mieux. Je veux dire, c'est pas du tout dans votre formation initiale. Donc, voilà, on fait au mieux avec du bon sens, avec le désir de faire bien. Bon, quand on comprend déjà un petit peu mieux ce qui se passe, on arrive mieux à mettre en place des choses adéquates. Mais faites-vous confiance, observez ce qui marche pas, et puis après, on peut mettre en lien avec effectivement les différentes informations qu'on a essayé de vous partager là. Les tomes ne sont pas du tout redondants parce qu'on parle vraiment de choses différentes. On traite, d'autres, voilà, troubles. Les troubles Ah sont oui, différents et les aides sont vraiment différentes parce qu'on ne va pas du tout apporter les mêmes aides à un élève qui a un syndrome dysexécutif qu'à un élève qui a une dyspraxie. dyslexie ou une Ouais. dyspraxie. Voilà. Donc, on va conclure en vous remerciant vraiment pour votre attention, tous ces messages là de soutien, d'encouragement. C'est vraiment intéressant, enfin agréable d'avoir un public aussi attentif et impliqué. Donc, merci à vous. Et puis, Un grand merci aussi à l'équipe d'Hachette pour leur accompagnement, leur confiance. Merci à Morgane pour sa rapidité de réponse. Voilà. Et pour gérer tout ce qui est technique. Voilà. Merci.